Vous désirez vous ouvrir à la magie des arbres sacrés? Bonjour, je m'appelle Chantal Gossens et je vous propose de vous emmener dans une balade vibratoire en vous initiant à différents mondes et à l'autodivination, en vous émerveillant devant la beauté de la nature, en ouvrant votre œil chamanique, en laissant résonner votre intériorité. Transformez votre regard et suivez-moi. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte du pommier et de Merlin. Vous découvrirez des choses étonnantes, un parallèle entre sylvathérapie, mythologie ou encore chamanisme. Le pommier est un arbre solaire, mais qui ne dépasse pas 75% d'un arbre solaire, en opposition aux arbres lunaires. En effet, le pommier, on peut le décrire ainsi que son environnement. Un arbre qui aime le soleil, qui ouvre son port vers le soleil. Il n'a pas besoin d'un feuillage très opaque et sa vie est très intense. C'est-à-dire que son énergie est beaucoup plus importante en été, en plein soleil, sur l'heure de midi. C'est pour ça que quand vous vous laissez emporter vers un arbre pour l'embrasser, vous devez savoir si vous désirez beaucoup d'énergie ou si vous désirez ralentir votre énergie, vous apaiser. Le moment de l'année, l'arbre choisi et le moment de la journée seront évidemment totalement différents. Durant la journée, il capte l'énergie solaire du cosmos pour la conduire sous la Terre. À savoir, bien évidemment, que l'énergie de la Terre monte à l'intérieur de son tronc pour partir vers le cosmos. Comme c'est un arbre solaire, ce sera l'énergie du cosmos qui sera beaucoup plus importante que l'énergie de la Terre. Mais comme je vous disais dès le départ, c'est un arbre solaire à moins de 75%. Pourquoi? Parce que c'est un arbre en partie lunaire, parce qu'il aime la vie de groupe. Et en plus de la vie de groupe, c'est un arbre que l'on doit tailler. Voilà. Dans les différents modules que je proposerai avec les 13 arbres sacrés, il y aura une partie qui sera beaucoup plus longue à ce niveau-là pour les autres arbres et j'expliquerai au fur et à mesure la différence ainsi entre les arbres lunaires et solaires. Il a une floraison aux alentours du mois de mai, c'est-à-dire que son énergie est en hausse à ce moment-là. Puis, ses fleurs tombent et petit à petit, les fruits arrivent. D'après le dictionnaire des symboles, la pomme est symboliquement utilisée en plusieurs sens apparemment distincts, mais qui plus ou moins se rejoignent. Ce sont la pomme de discorde attribuée à Paris, les pommes d'or du jardin des Hespérides, qui sont des fruits d'immortalité, la pomme consommée par Adam et Ève, la pomme du Cantique des Cantiques, qui figure, enseigne, origine, la fécondité du Verbe divin, sa saveur et son odeur. Il s'agit donc en toutes circonstances d'un moyen de connaissance, mais qui est tantôt le fruit de l'arbre de vie, tantôt celui de l'arbre de la science, du bien et du mal,
connaissance unitive conférant l'immortalité ou connaissance distinctive provoquant la chute. Chimiquement, la pomme d'or est un symbole du soufre. Le symbolisme de la pomme lui vient, affirme l'abbé Bertrand, de ce qu'elle contient en son milieu, formés alvéoles qui renferment les pépins, une étoile à 5 branches. C'est pour cela que les initiés en ont fait le fruit de la connaissance et de la liberté. Ah, intéressant. Et donc, manger la pomme, cela signifierait pour eux abuser de son intelligence pour connaître le mal, de sa sensibilité pour le désirer, de sa liberté pour le faire. L'enclosement du pentagramme, symbole de l'homme-esprit à l'intérieur de la chair de la pomme, symbolise en outre l'involution de l'esprit dans la matière charnelle. Cette observation est déjà mentionnée dans l'ombre des cathédrales de Robert Ambelin. Alors je vous inviterai par la suite, et vous verrez après le voyage chamanique, qu'en fait, si vous prenez une pomme, que vous y laissez la queue, que vous la coupez en deux, eh bien, vous allez voir en les regardant, d'un côté, vous aurez la pomme avec la queue et les pépins, qui symbolisent le masculin, et de l'autre côté, uniquement les pépins, qui symbolisent la féminité. Toute personne sachant interpréter un thème astral découvrira par l'étude de l'axe Poisson-Vierge que l'humanité se croyait abandonnée par le divin. Adam et Ève chassés du paradis, chacun vivait dans la crainte inconsciente d'un jugement dernier, prononcé par Dieu le Père. Le Christ vint cependant incarner ce qu'est le véritable amour pour qu'un jour, ceux qui le voudront, puissent se rédempter de la séparation avec le monde spirituel. À cette époque, cependant, certaines planètes comme Pluton, Uranus et Neptune, représentant aujourd'hui le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'étaient pas encore découvertes. Concernant la pomme et Adam et Ève, il y a peut-être une confusion. On parle de fruits défendus. On ne parle pas nécessairement de pommes. Le fruit viendrait de la relation sexuelle entre Adam et Ève. En opposition avec Blanche-Neige, il est vrai que dans les jardins des Hespérides, les pommes d'or offraient l'immortalité, à qui pouvait en goûter la chair. Alors, après tout, il n'est pas très étonnant que la pomme ait été assimilée aux fruits du bien et du mal, et que le pommier ait été ainsi considéré comme l'arbre de vie. Mais quand il y a vie, il y a mort. Et parfois la pomme nous montre la vie, et parfois la pomme nous montre la mort. La dualité n'existe pas une fois que l'on comprend que l'un n'existe pas sans l'autre. Voici encore un bel exemple où la dualité disparaît. Très loin, à l'ouest de la Libye et peut-être même au pied du mont Atlas, se trouvait le jardin des Hespérides, dont les arbres donnaient des pommes d'or. Ces précieuses pommes étaient souvent dérobées par les filles d'Atlas. Héra en confia
Donc, la garde a un monstre immortel à 100 têtes, ainsi qu'à 3 nymphes des Hespérides. Les pommes du jardin des Hespérides est le 11e des travaux d'Hercule. Cela veut dire que Hercule a déjà réussi 10 travaux. Les travaux d'Hercule suivent une progression, un cheminement spirituel. Ces pommes symbolisent la connaissance dont les limites reculent sans cesse au fur et à mesure de l'évolution humaine. Cet état de connaissance qui est symbolisé par les pommes est atteint lorsque cesse la séparation esprit-matière qui est maintenue par Atlas. Avoir la connaissance, c'est disposer à chaque instant dans la conscience de tous les éléments nécessaires à l'action en vérité, y compris la vision de ses causes et de ses conséquences, aussi bien dans le détail que sur le plan de l'univers et dans tous les plans de la conscience. L'ordre divin et la perfection divine ne sont pas statiques, et c'est au contraire un processus en éternel mouvement où chaque élément se modifie en permanence. Ce qui paraît parfait aujourd'hui, peut-être pour votre maison, était peut-être en chantier il y a quelque temps. Mais bientôt, cette perfection diminuera. Donc, s'attacher à trop de détails extérieurs, et peut-être que nous sommes moins à l'unisson avec nos vibrations intérieures, nos rythmes, nos schémas d'ordre supérieur. Et plus ces schémas peuvent s'ancrer en nous, ils organiseront également notre environnement. Ce que j'ai retenu ici, suivant l'analyse de Paul Diel, me paraît tout à fait pertinent. La pomme, par sa forme sphérique, signifierait globalement les désirs terrestres ou la complaisance de ces désirs, en ces désirs. L'interdit prononcé par Yahvé mettrait l'homme en garde contre la prédominance de ses désirs, qui l'entraîne vers une vie matérialiste par une sorte de régression, à l'opposé de la vie spiritualisée, qui est le sens de l'évolution progressive. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. Je ne sais pas pour vous, mais peut-être est-ce le moment. Nous sommes des êtres spirituels venant faire une expérience terrestre. Mais est-ce que nous n'avons pas oublié notre véritable identité spirituelle? Cet avertissement divin donne à connaître à l'homme ces deux directions et à choisir entre la voie des désirs terrestres et celle de la spiritualité. La pomme serait le symbole de cette connaissance, de la mise en présence d'une nécessité, celle de choisir. Et le pommier, en fait, en symbolisme, représente aussi le choix. Mais pas n'importe quel choix. Le choix de la beauté. Mais revenons un moment à Blanche-Neige. Blanche-Neige et les 7 nains.
Ce conte renferme une leçon de sagesse, une leçon au service de l'humanité et du discernement. Je ne vais pas ici vous raconter le conte, parce que je pense que c'est un conte que tout le monde connaît. C'est un conte qui est raconté à tous les enfants. Juste pour rappel, Blanche-Neige, quand elle est née, sa maman est décédée. Et sa mère avait rêvé d'une fille avec des lèvres très rouges couleur sang, puisqu'elle s'était piquée avec son fuseau et elle avait saigné au doigt. Elle voulait qu'elle ait une peau très blanche. Le père de Blanche-Neige se remarie donc avec une dame très très belle, mais une dame très méchante, très vaniteuse et très jalouse. Et quand elle regarde son miroir et qu'elle demande à son miroir « Mais qui est la plus belle ?» Le miroir lui répond « Blanche-Neige ». Et là, comme elle est folle de rage, elle veut envoyer. Le chasseur représente l'humanité, la mortalité et l'humilité. Il prend donc Blanche-Neige avec lui dans la forêt, mais au lieu de la tuer, il la laisse partir. Cette petite fille de 7 ans se retrouve seule dans la forêt et lui tue un cerf et il reviendra avec le cœur du cerf pour prouver à la reine qu'il a bien tué Blanche-Neige. Blanche-Neige se retrouve donc seule dans la forêt, seule, enfermée dans cette forêt. Ce sera son premier enfermement. Blanche-Neige recherche donc un abri, une protection. En symbolisme, cela représente la quête de la sagesse. Je le répète, Blanche-Neige a 7 ans et elle trouve une maison avec 7 bols, 7 lits qui correspondent aux 7 nains. Le nombre 7 représente une transition dans la spiritualité. Dans la version initiale du conte, ce ne sont pas 7 nains, mais ce sont 7 gnomes. Les gnomes représentent la sagesse terrestre, la lumière intérieure qui brille dans les profondeurs de notre planète. Au fil des années, lorsque la reine se rend compte que Blanche-Neige n'est pas morte, qu'elle n'a pas été tuée, c'est par 3 fois qu'elle va tenter de l'assassiner. La première fois, elle va lui vendre un lacet. Elle s'était déguisée en vendeuse de dentelle. Et ce lacet trop étroit va la serrer trop fort à la taille et va l'étouffer. Mais les nains, cette fois-là, arriveront à temps. La seconde tentative, ce sera avec un peigne. Un peigne qu'elle va utiliser pour ses cheveux. Le peigne empoisonné va répandre le poison à travers sa tête. Les cheveux étant le symbole de l'identité. Les nains arrivent encore à temps la seconde fois. Mais la troisième fois, avec cette pomme empoisonnée, il est trop tard quand les nains arrivent. En fait, elle tombe dans un coma profond
Et les gnomes ne peuvent pas la laisser dans leur petite maison qui représente les ténèbres, parce que euh, cette troisième fois, c'est parce que Blanche-Neige est prête pour son initiation. Sa sagesse terrestre est arrivée à terme. Elle est prête pour son initiation finale. On la place donc dans un cercueil de verre. Et vous verrez justement le parallèle avec Merlin, qui lui sera enfermé dans une forteresse de verre également. Pourquoi le verre? Parce que cette forteresse ou ce cercueil laisse passer la lumière. Et cette lumière peut laisser jaillir la lumière de la forêt qui va illuminer son corps, son cœur et son âme. Le prince arrive, découvre Blanche-Neige, ouvre le cercueil et l'emporte sur son cheval. Et avec une des secousses du galop du cheval, le morceau de pomme dans la gorge se dégage. La pomme, la forme ronde de la pomme, rappelle le monde physique. Donc, elle était coincée dans sa gorge, dans le chakra de la gorge, tout ce qui est communication. Vous allez voir, certains mots durant cette vidéo vont revenir plusieurs fois, comme le mot communication. Le pèlerinage de Blanche-Neige et l'Odyssée de Blanche-Neige nous apprennent à devenir un être complet. Tous les aspects de la vie, de l'âme et de la personnalité doivent être réunis et intégrés. À nouveau, intégration, réunir, comme les deux morceaux de la pomme. Une vie vécue dans l'isolement ne peut nous apporter le bonheur et le contentement. L'opportunité et le défi de devenir une lumière pour le monde. Sous sa cime ronde et douce, il pointe ses branches vers le ciel. Il accueille le mois de mai par sa floraison d'un rose intense. Ses pétales en forme de cœur sont d'un blanc rose délicat à l'intérieur. Ce qui est important de connaître aujourd'hui en rapport avec Merlin, c'est que Merlin est Morgane qui est en même temps sa compagne et en même temps sa rivale. Morgane décide de l'enfermer dans une forteresse de verre. Il faut savoir que l'étymologie du nom de Merlin, c'est forteresse de la mer. Et l'étymologie de Morgane, c'est qui vient de la mer. Donc dans la forteresse dans laquelle elle veut l'enfermer, eh bien Merlin ne se sent pas du tout enfermé. Parce que
c'est avec son consentement, c'est avec sa complicité qu'il a décidé d'y rester. Et Merlin et Morgane forment un couple d'une intensité incroyable, d'une complicité incroyable. C'est un couple très intense. Et il nous montre, il nous prouve que l'homme et la femme peuvent être à égalité, autant dans la force que dans la connaissance. Et en fait, Merlin n'est pas enfermé, je le répète, n'est pas enfermé, ne se sent pas prisonnier, parce qu'en fait, il est rentré chez lui. En effet, cette forteresse, une tour d'air pour certains, une tour de verre pour d'autres, est en fait le substitut du ventre de sa mère. Ne faudrait-il pas comprendre ici que son but serait d'y chercher, ou peut-être d'y retrouver la sagesse? Et est-ce que notre enfermement de ces derniers mois ne serait pas comme celui de Merlin? En tant que fœtus, n'avons-nous pas vécu notre premier enfermement? Ces 9 mois ne nous préparaient-ils pas à la sagesse à atteindre dans notre vie? Et quand nous en sommes sortis, nous nous sommes dirigés vers la lumière. Alors, quelle leçon, quelle sagesse pourrait-on en tirer par rapport à ce que certains pensent de l'enfermement dans lequel nous sommes? Est-ce que nous ne sommes pas amenés à rentrer chez nous? Quelle est la décision qui pourra me reconnecter avec mon guide intérieur? Je me décide à renoncer à mes conceptions étroites d'ordre et de pureté extérieure. Je me décide à reconnaître de plus en plus les principes supérieurs et l'ordre cosmique et de vibrer à l'unisson avec lui. Alors on associe aussi Merlin à l'arbre de la connaissance. Merlin qui a découvert ce verger de pommiers, cette pommerie. Et en fait, quand j'ai réalisé mon premier voyage chamanique dans le monde d'en haut, c'est Merlin que j'ai découvert. Et Merlin était dans une énorme bibliothèque. Certains, sans doute, ont été plus touchés par l'arbre de la sagesse, les pommiers, les pommes. Et j'espère sincèrement que si c'est le cas,
Vous ne regarderez plus jamais un pommier de la même façon. Vous ne mangerez plus jamais une pomme de la même manière. Vous décuplerez vos sens en la sentant, en l'écoutant quand vous mordez à pleines dents dedans. Vous goûterez sa saveur. Vous humerez son odeur. Vous la toucherez en la respectant. Ou peut-être alors par Merlin. Merlin qui a lancé les chevaliers du roi Arthur à la quête du Saint Graal. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous laisser emmener vers cette connaissance, vers cette sagesse. Vous y ouvrez, laissez guider par le son du tambour. Et partons ensemble pour un voyage chamanique dans le monde d'en haut. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà l'habitude des voyages chamaniques. Peut-être que pour certains, c'est la première fois. Installez-vous confortablement au pied d'un arbre. Ou si vous n'avez pas de jardin pour l'instant à proximité, peut-être à côté de plantes, à côté de vous. Ou encore, après avoir fermé les yeux, visualisez un endroit dans la nature où vous vous êtes toujours senti bien. C'était peut-être dans votre enfance, votre adolescence, ou même peut-être à l'âge adulte. Un endroit qui vous emplissait d'énergie. Visualisez à présent que vous grimpez dans cet arbre. Un pommier, vous y grimpez avec agilité. Vous vous sentez pousser des ailes. Vous grimpez jusqu'à la cime. Et là,
Vous allez encore grimper plus haut. Peut-être avec l'aide d'une montgolfière, un hélicoptère ou tout autre engin spatial qui est à vos côtés. Et vous vous laissez propulser le plus haut possible. Jusqu'au moment où vous vous rendez compte qu'il y a une membrane infranchissable. C'est alors que vous vous souvenez que vous avez emporté avec vous peut-être le bâton de Merlin, une épée, et avec toute votre force, ou peut-être que ce sera tout simple, de passer, d'écarter, de déchirer cette membrane et à ce moment-là, vous vous hissez au-dessus de cette membrane. Vous allez à la rencontre d'un de vos guides. Peut-être est-ce que ce sera un de ceux que l'on a rencontrés aujourd'hui. Merlin, Blanche-Neige, peut-être le géant Atlas, Hercule, ou peut-être même l'âme du pommier. Assurez-vous que c'est bien votre guide aujourd'hui et demandez-lui ce qu'il a à vous dire. Quelle sagesse vous attend.
Pour certains, les arbres, les pommiers, étaient malades. Pour d'autres, comme chez moi, les branches de pratiquement tous mes pommiers, peut-être une branche, parfois plus, sont tombées durant la tempête du mois de février. C'était bien entendu un message. Certains pommiers ont dû être brûlés à cause d'un parasite qui les a fait mourir. Est-ce que la fumée dégagée par ce feu serait en relation avec l'air? Est-ce que, à l'instar des Indiens qui envoyaient leur message par la fumée et lisaient dans les nuages, ne serait-ce pas cette connaissance de toutes ces sagesses qu'il faudrait maintenant communiquer? Est-ce qu'il ne serait pas bien de transmettre la fonction de ces dualités masculines et féminines, tant intérieures qu'extérieures? Tout est bien fait.